On termine cette émission avec Jérémy Guez, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris. Vous êtes aussi membre du board de l'AmCham France, la chambre de commerce américaine en France, qui publie son nouveau livre blanc qui s'appelle « Chine, États-Unis, le grand découplage, nouvelle réalité ». C'est un livre blanc que vous avez dirigé, Jérémy. Qu'est-ce qui se cache derrière cette notion de découplage ? L'idée, c'est qu'il va falloir commencer à se préparer à cette perspective qu'il peut y avoir un divorce entre Washington et Pékin. Un divorce qui se traduirait par des choix en termes de normes, en termes de technologie, en termes de chaînes de production, qui vont s'avérer extrêmement différentes. Et là où la mondialisation a pu vouloir dire jusqu'à maintenant convergence, intégration des marchés et interdépendance, eh ben on se dirigerait vers un monde dans lequel la mondialisation serait davantage fragmentée, avec la coexistence de deux grands systèmes, l'un dominé par la Chine, l'autre dominé par les États-Unis, dans lequel il y aurait beaucoup moins d'interdépendance. Et ça risque de présenter un défi pour la manière dont les entreprises se développent, pensent leur marché à l'international et même, je dirais, allouent leurs ressources et même embauchent. Quels sont les signes qui montrent qu'en fait, on pourrait se diriger vers deux modèles distincts ? Parce que j'imagine qu'il y a des signaux faibles qui vous ont alerté sur ce sujet. Bien sûr. Alors, en matière de chaîne de production, par exemple, on voit, on comprend la logique des chaînes de production internationalisées qui s'étend sur l'ensemble du monde. C'était la logique jusqu'à maintenant, l'idée de dire on essaye de diversifier le risque, on essaye d'aller exploiter l'avantage coût là où il se trouve, l'avantage coût comparatif là où il se trouve, l'avantage comparatif là où il se trouve, et donc faire en sorte que ces chaînes de production soient le moins coûteuses possible. On s'est rendu compte qu'avec la pandémie, il suffisait d'un maillon faible pour que ces chaînes de production rompent. De plus en plus, c'est la logique de sécurité, la logique de redondance, la logique de s'assurer en fait un minimum critique près de chez soi pour pouvoir continuer à opérer. Et même si cela aurait pu être un non-sens économique dans le monde d'hier, aujourd'hui, on voit un certain nombre d'entreprises, un tel l'américain qui rapatrie une partie de sa production avec la bénédiction de l'État américain. On le voit également dans un certain nombre d'endroits. Et là où finalement l'idée d'économie circulaire, l'idée de localisation de la production, et pas la relocalisation, mais la localisation de la production, on est en train de voir un certain nombre d'entreprises ramener, ou en tout cas repenser la manière dont ils produisent et dont elles produisent. Et ça n'a pas d'incidence sur les normes, ça a une incidence sur la chaîne de logistique. Donc ça, en fait, c'est la chaîne de production, effectivement, qui se rétrécit. Sur les normes, je veux dire, il y a eu un exemple dont on a beaucoup parlé, mais peut-être qu'on n'est pas allé jusqu'au bout de cet exemple, c'est l'exemple de la 5G et de Huawei. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup d'interopérabilité entre les différentes technologies. Et là, aujourd'hui, on est en train de se rendre compte qu'on a, prenez une carte du monde, un monde de Huawei et un monde qui a rejeté Huawei, par exemple. En matière de normes aussi, on le voit, je veux dire, il y a une guerre des normes qui est en train de se jouer entre les États-Unis, la Chine et d'une certaine manière l'Europe. Et cette capacité à se faire accepter sur les trois continents devient de plus en plus complexe pour un certain nombre d'entreprises. Donc là, on pensait marché mondial hier. Eh bien, peut-être, et encore une fois, je tiens à insister, le livre blanc essaye de le dire, il ne s'agit pas de la nouvelle réalité, point final, mais au moins exactement, d'un risque auquel il faudrait potentiellement se préparer. Et ça veut dire que, alors je vais prendre un exemple qui est très simpliste, mais volontairement pour qu'on comprenne tous bien, ça voudrait dire que par exemple ce qu'on voit sur des prises électriques où on est obligé d'avoir des adaptateurs par exemple pour aller en Angleterre ou autre, ça pourrait être généralisé à plein de domaines divers de notre économie ? Ce n'est ni simpliste ni réducteur, c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et ça commence finalement avec des prises électriques et ces normes, effectivement, qui sont tout à fait différentes, et ça l'a été pendant assez longtemps, qui pourraient effectivement se généraliser. Il y a un autre domaine qui couvre et qui rejoint ça, c'est l'extraterritorialité de la loi. C'est-à-dire que l'extraterritorialité de la loi américaine, on la connaît, elle est très longue. Il y a un certain nombre de banques françaises qui en ont fait les frais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites des opérations en dollars, vous êtes soumis à la loi américaine, que l'Amérique soit impliquée ou pas dans la transaction. Donc l'extraterritorialité de la loi américaine, c'est un fait. Et ça aussi, ça provoque un certain nombre de distorsions en termes d'opérations. L'extraterritorialité de la loi chinoise, elle commence à arriver là aussi, en fait, sur le
le tableau. En 2017, la loi de sécurité chinoise l'a déjà mis, en tout cas, au goût du jour. Et aujourd'hui, il est interdit pour n'importe quel citoyen du monde de critiquer Hong Kong. Donc là aussi, on voit, encore une fois, des fractures qui sont en train de se dessiner dans cette carte mondiale. Mais ce qui m'inquiète sur votre carte mondiale, c'est que nous, les Européens, en gros, on est au milieu. Donc comment on fait? Est-ce qu'on est obligé d'arbitrer entre l'une ou l'autre des voies? Et est-ce que seulement c'est possible? C'est la question clé pour les Européens. Vous savez, on dit en relations internationales, à chaque fois qu'on a un grand problème, parier que les Américains vont essayer d'innover, que les Chinois vont essayer de copier et que les Européens vont essayer de réguler. C'est un très bon proverbe, en effet. Alors, les Américains, ils n'innovent plus autant qu'avant. Ouais. Les Chinois ne copient plus autant qu'avant parce qu'ils innovent énormément. Absolument. Alors, est-ce que nous sommes condamnés, Européens, à être régulateurs en chef? Je rêve d'un peu plus pour mes enfants et je suis sûr qu'un certain nombre de téléspectateurs rêvent d'un peu plus pour leurs enfants aussi et pour la génération d'après. Mais ne médisons pas trop et ne réduisons pas trop ce rôle. Prenez, par exemple, tout ce que l'Europe est en train de faire sur les données privées avec le RGPD et tout ce qui est en train de se dessiner autour de l'intelligence artificielle. Tout ça s'adresse bien évidemment d'abord aux géants de l'Internet américain, probablement demain aux géants de l'Internet chinois. Et ce qui est en train de se jouer là, c'est les Européens qui disent à ces géants, si vous voulez pénétrer le marché européen, 500 millions de consommateurs, il va falloir respecter un certain nombre de normes. Et ce qui est intéressant, c'est que ces normes, déjà, sont en train d'inspirer un certain nombre de parties prenantes, la Californie, le Japon, l'Australie. Et en plus de ça, ces normes, une fois que les géants de l'Internet les mettent en place, c'est difficile d'imaginer qu'ils vont les mettre en place uniquement pour l'Europe. Ça peut devenir mondial. Donc l'Europe, je crois qu'elle a un rôle à jouer, bien entendu pour devenir plus offensive dans sa stratégie d'exportation, le livre blanc en parle, mais aussi pour devenir de plus en plus, je dirais, consciente de son rôle de régulateur et d'essayer de fixer les règles du jeu face à ces deux géants que sont la Chine et les États-Unis. Vous parlez de mondialisation fragmentée dans le livre blanc. Comment est-ce que ça impactera les entreprises? Parce que tout à l'heure, vous me disiez ça peut impacter la chaîne logistique. Alors là, évidemment, on imagine le casse-tête avec des normes différentes. Mais vous me dites, ça peut aussi avoir un rôle sur le recrutement. Dans quelle mesure ça peut avoir une incidence sur le recrutement? Alors, dans toutes les discussions qu'on a eues pour ce livre blanc de donc l'AmCham à Paris et HEC Paris, ce qui a été assez remarquable, c'est ce paradoxe qui est émergé, qui est de dire au même moment où la géopolitique et la technologie permettraient ce découplage, au même moment, la technologie permettrait aussi d'aller recruter des talents là où ils se trouvent. Ouais. Finalement, et ça aussi c'est le quotidien des téléspectateurs, le télétravail, le travail à distance et ainsi de suite, on s'est posé la question de est-ce que finalement il y a eu une transformation dans notre mode de réflexion et dans cette idée de dire la guerre des talents, elle devient véritablement internationale. Alors bien entendu, ça a des limites parce que la proximité physique, le fait de pouvoir se parler, enfin de manière très simpliste et anecdotique, cette fameuse machine à café, n'est-ce pas, ces conversations sont extrêmement importantes, on le sait, mais d'un autre côté, on le voit, et le livre blanc essaye de l'évoquer, il y a de moins en moins de frontières et toutes ces frontières sont en train graduellement de tomber au fur et à mesure que nous nous éloignons physiquement. Donc comment est-ce que les entreprises vont être capables d'aller chercher les talents là où ils se trouvent? Comment est-ce qu'ils vont être capables d'aller parler à ces générations qui sont extrêmement différentes? Et en tant que professeur, je le vois jour après jour de ces nouvelles générations qui pensent différemment, qui ne sont pas moins talentueuses, qui ne sont pas moins travailleuses, mais qui le font différemment. Donc ça aussi, je pense que ça fait partie finalement de tout ce phénomène d'évolution de l'environnement international. Alors, quelles sont vos recommandations? Parce que vous en formulez quand même plusieurs dans votre livre blanc, parce qu'effectivement, on voit bien le risque, mais en même temps, qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut pas empêcher les États-Unis et la Chine de prendre des voies différentes. Bien sûr. Et le fatalisme est vraiment, vraiment une grande tentation. Alors, on a effectivement quelques propositions. La première, là aussi, c'est assez remarquable. 2008 a consacré le rôle des stress tests. On a commencé à comprendre, et d'ailleurs même toute cette pandémie nous a mis face à cette idée, nous a rendu plus lettrés en matière de ce qu'était le risque non linéaire, que du jour au lendemain on pouvait se trouver confiné, alors qu'on ne s'y attendait pas 2 semaines avant. Nous a remis, je dirais, au goût du jour de l'exponentiel, comment la réalité peut changer de manière extrêmement rapide. Donc les stress tests seront bien, mais là on essaye de pousser la logique une étape plus loin, de dire est-ce qu'il y a une possibilité de test de résilience, c'est-à-dire ne pas manquer
manquer d'imagination. Essayer d'élargir les scénarios. Mais là, quand même, ça devient compliqué parce que jamais on aurait imaginé une pandémie mondiale, jamais on aurait imaginé un confinement, même si on s'était dit il faut qu'on pousse la logique très très loin, non? Bien sûr, mais peut-être qu'on peut en tirer des leçons. Par exemple, on parle, et à juste titre énormément, de changement climatique. C'est encore difficile, ou en tout cas l'incident climatique n'est pas forcément très concret dans nos esprits. Mais d'un autre côté, les risques de rupture qu'il pourrait engendrer et les risques je dirais, d'amener l'économie française et européenne à un arrêt total n'est pas négligeable. Quelle leçon est-ce qu'on peut tirer de ça? Comment est-ce qu'on arrive à continuer à opérer dans un monde dans lequel ces ruptures pourraient être de plus en plus prévisibles? Si la pandémie était une image finalement de ce qui nous attendait à l'avenir. Bon vendredi à vous aussi. Oui, merci. Voilà. Je me sens bien remontée pour le week-end. Mais d'un autre côté, ne plus faire preuve d'imagination. Je pense qu'il y a un certain nombre de salariés qui voudraient en faire part. Et je pense que c'est aussi une invitation à se dire, le dialogue en entreprise, essayer de se dire finalement ce à quoi nos vulnérabilités pourraient ressembler, ça fait partie aussi finalement du dynamisme qui pourrait être lancé. Parce que ça permettra de trouver des solutions, d'être innovant et d'enclencher un autre mouvement. Exactement. Un exemple que je trouve particulièrement remarquable, l'économie circulaire, il y a 3, 4, 5 ans, ça faisait partie finalement du marginal, ça faisait partie de ces idées qui étaient belles mais pas très applicables. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de grandes entreprises qui essayent d'y réfléchir et qui se rendent compte même qu'elles ne sont pas forcément capables de le faire en interne parce qu'elles n'ont pas la culture ou qu'elles n'ont pas les approches, et commencent à parler à un certain nombre d'entrepreneurs, même des entrepreneurs sociaux, qui savent le faire autrement mieux. Là, il y a quand même une nouvelle dynamique qui se met en œuvre. Et donc, finalement, le découplage économique, la pandémie d'abord, le découplage économique et ce risque climatique pourraient mener à davantage d'innovation et à réfléchir de manière autrement plus ouverte. Je pense qu'une autre recommandation qui n'est pas loin de celle-ci, c'est de se dire on est dans un monde effectivement de plus en plus fragmenté, essayons de déterminer les dénominateurs communs. Donc ça, c'est une deuxième proposition. Qu'est-ce qui va finalement unir tous ces marchés? Est-ce qu'on va être en mesure d'avoir un dénominateur commun parmi tous les produits et d'essayer d'arriver finalement avec différentes couches pour des nouveaux produits qui soient déclinés selon les besoins, les attentes et les normes, bien entendu, régionales? Et je pense que de manière ultime, il va falloir qu'on parle d'Europe et de se demander, puis la présidence française de l'Union européenne sera peut-être, et bien entendu le débat autour de la présidentielle pourra être une bonne occasion, mais est-ce qu'on veut finalement d'une Europe un petit peu plus offensive pour réaffirmer un certain nombre de valeurs et pour aller exporter son agenda ailleurs? On est face à un clash de titans. Je pense que ce fatalisme-là nuit énormément à l'Europe et c'est quand même une région qui a su organiser la coexistence de géants d'hier qui causaient un certain nombre de guerres mondiales, et on s'en souvient. Cette gouvernance, je veux dire, ce n'est pas une valeur en l'air, c'est quelque chose qui pourrait stabiliser énormément de lieux de conflit demain. Mais on a beaucoup dit, on a franchi un grand pas justement sur l'Europe et sur la gouvernance de l'Europe avec la crise, plan de relance adopté très vite. On avait l'impression que pour une fois, tout le monde était d'accord assez rapidement. On a eu un peu l'impression que c'était un peu un feu de paille et que les choses se redélitent un peu de nouveau. Et c'est vrai que c'est difficile de mettre tous ces États autour de la table et de parce qu'ils ont des intérêts divergents. Donc comment est-ce qu'on fait pour justement que cette Europe soit plus offensive? Effectivement, vous parliez des États-Unis. Quand Donald Trump mettait des taxes anti-dumping, c'était à des niveaux stratosphériques par rapport à ce que peut faire l'Europe. Donc comment est-ce qu'il faut que nous aussi, on s'américanise, j'aime pas beaucoup ce terme, mais qu'on prenne un peu exemple sur les États-Unis et qu'on soit plus vindicatif, c'est ça que vous voulez dire? Plus vindicatif, je ne sais pas, mais au moins plus agressif dans l'exportation, déjà dans les exportations et dans l'exportation d'un agenda, je dirais. Et ce que vous dites est tout à fait vrai et remarquable. C'est un manque de leadership, en fait, au niveau européen. On a un président français qui donne ce discours cette semaine face au Parlement européen et l'opposition vient de l'opposition française, des députés européens français
Français qui lui donne la réplique. C'est un président qui a autrement plus de crédibilité sur la scène européenne que sur la scène française. C'est un étrange paradoxe. On est bien loin finalement de ce moteur, ce fameux moteur historique franco-allemand, où est-ce que Emmanuel Macron, et lui-même, s'il se succède à lui-même, donc après mai, ou son successeur, ou sa successeur... Il y a plus Angela Merkel de l'autre côté du Rhin. Exactement. Comment est-ce qu'on arrive à reconstruire tout ça ? Il y a un étrange débat qui est en train de se jouer à l'est de l'Europe, qui voit cette menace russe de manière assez remarquable. Ouais. Et le fait est qu'on l'a vu en Australie, quand il y a une menace stratégique, les alliés occidentaux ont davantage l'habitude de taper à la porte de Washington qu'à la porte de Bruxelles. Là aussi, il y aura tout un débat autour de l'autonomie stratégique qui est fondamental dans le découplage économique, qui est de dire finalement comment est-ce qu'on se dote des moyens de pouvoir peser dans ce débat et de pouvoir influencer les positions des deux grands géants. Merci beaucoup pour cet éclairage, Jérémy Guez. Je rappelle que vous êtes professeur associé d'économie et d'affaires internationales à HEC Paris et membre du board de l'AmCham France. Votre livre blanc, donc Chine-États-Unis, le grand découplage, notre nouvelle réalité, avec un point d'interrogation. On va garder un peu d'optimisme pour le week-end. Merci à tous de nous avoir suivis. Bismart, l'émission, c'est terminé. Mais évidemment, vous pouvez nous retrouver en replay sur bismart.fr et en podcast sur vos plateformes préférées. Lundi, vous retrouverez même lieu, même heure, Stéphane Soumier à cette place. Et nous, on se retrouve vendredi prochain. Passez un excellent week-end sur Bismart.